Ok, bonsoir, bonsoir à tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous de dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler de quel sens nous pouvons donner à la révolution au Cameroun. Donc, c'est pour cela que le titre, n'est-ce pas, de l'échange que nous allons aborder aujourd'hui, c'est quelle révolution voulons-nous au Cameroun? Je suis le docteur Abdoulaye Lazim Charé. Donc, je vais d'abord commencer par revisiter, n'est-ce pas, les événements qui ont meublé la semaine qui vient de s'écouler, les grands événements, pour situer donc le thème dans ce cadre-là. Donc, nous parlons éventuellement de la révolution. Quelle révolution voulons-nous donc au Cameroun, compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons? Donc, déjà, je veux rappeler quelques événements importants pour attirer votre attention, n'est-ce pas, sur le thème que nous allons décortiquer aujourd'hui. Alors, nous venons de boucler les Jeux Olympiques. Vous avez vu, n'est-ce pas, les grandes puissances qui se sont démarquées durant ces Jeux Olympiques du Japon. Les États-Unis, naturellement, viennent en tête avec beaucoup de médailles, suivi de la Chine, ensuite, n'est-ce pas, de la Russie et bien d'autres pays. Cela vous montre déjà le sérieux que les gens portent, n'est-ce pas, au sport. Parce que le sport, pour ceux qui ne le savent pas, c'est devenu une très grande industrie. Une très grande industrie qui nécessite beaucoup de talent, beaucoup d'encadrement, beaucoup de compétences et beaucoup d'expertise. Dans les grands pays avancés, c'est-à-dire les pays les plus industrialisés au monde, mettent donc à la disposition, n'est-ce pas, du peuple, euh, tous les moyens, c'est-à-dire les équipements, les moyens financiers, les ressources humaines, pour encadrer le personnel afin, n'est-ce pas, d'exceller dans le domaine du sport pour pouvoir gagner les médailles olympiques. Donc, quand vous voyez les drapeaux être célébrés durant les Jeux olympiques, ce n'est pas du hasard. On ne se lève pas un de ces 4 matins pour aller gagner, n'est-ce pas, les médailles. Cela nécessite un travail mental, un travail psychologique, une préparation de longue date, n'est-ce pas, pour adapter le corps humain, n'est-ce pas, à ces exploits extraordinaires sur la scène mondiale. C'est pour cela que vous avez donc les pays que je viens d'évoquer là, en tête de peloton de ces pays qui engrangent autant, n'est-ce pas, de médailles. Parce qu'il y a des préparations, il y a des équipements dans ces pays-là. Ce n'est pas un hasard qui fait en sorte que les ressortissants des pays du tiers-monde, une fois réfugiés dans ces pays-là, c'est-à-dire quand je parle de refuge, quand ils sont des réfugiés politiques, des réfugiés économiques, alors il y a des raisons qui prennent la nationalité de ces pays-là, déjà pour bénéficier de ces équipements, de ces formations, de cet encadrement de bonne qualité, n'est-ce pas, pour se distinguer sur la scène internationale. Donc, alors, vous allez donc vous poser la question, pourquoi est-ce que les pays du tiers-monde ne sont pas toujours mieux représentés en rapport avec les exploits sur les compétitions internationales? La réponse, elle est très simple. Le manque d'encadrement technique, le manque de moyens financiers, le manque de formation adéquate qui donne la possibilité à nos nationaux en Afrique, n'est-ce pas, de pouvoir se distinguer sur la scène internationale. C'est pour cela qu'il y a une espèce de tricherie dans ce cadre-là, où on essaye d'exploiter la main-d'œuvre déjà formée dans la diaspora et on essaie, n'est-ce pas, de les réutiliser pour gagner ces médailles-là et dire que voilà, le pays a pu engranger des médailles, n'est-ce pas, au niveau de la compétition internationale, surtout en ce qui concerne les Jeux olympiques. Donc, vous avez vu Messi, Léo Messi, n'est-ce pas, avec sa séparation au niveau du Barça. Vous comprenez que vous avez beau être le meilleur joueur au monde, au niveau de l'encadrement, c'est-à-dire encadrement financier, encadrement managérial, c'est un problème. Votre équipe
qui vous a même formé peut vous perdre. Parce que le talent s'arrache. Donc, Messi va donc désormais évoluer avec le club qui pourrait, n'est-ce pas, l'encadrer techniquement et financièrement. En dépit du fait qu'il a été formé par le grand club comme le Football Club de Barcelone. Et vous voyez, le monde est sous le choc, dans l'émotion, par rapport à cette séparation aussi brutale qui crée des remous, n'est-ce pas, dans le milieu sportif. Alors, et là, nous parlons du talent. Pour dire que le talent, il est géré sur le plan individuel et sur le plan collectif. Pour ceux qui pensent que, une fois vous avez du talent, il vous faut commander une certaine validité auprès de votre pays natal, ça c'est une erreur très grave. Vous comprenez? Parce que dans les discours, surtout durant cette période très polarisée sur la scène politique au Cameroun, vous entendez ça et là, n'est-ce pas, des compatriotes restés au pays, questionner, n'est-ce pas, le patriotisme de ceux de nous autres qui vivons désormais à l'extérieur. Alors, ils nous traitent de manque de patriotisme, ils nous accusent parfois même de chercher à déstabiliser le pays, quand nous voulons simplement, à travers la critique, améliorer certains fondamentaux qui peuvent redonner, n'est-ce pas, de la confiance par rapport à l'image du Cameroun, compte tenu du contexte et de certaines situations désastreuses que traverse notre pays. Vous avez également vu dans le nord-ouest des images aussi atroces, tant du point de vue de la violence qui s'exerce, n'est-ce pas, dans ces deux régions-là, des soldats camerounais qui sont décapités, des soldats camerounais qui meurent comme ça dans les embuscades, des civils qui sont égorgés dans des bus. Vous avez vraiment l'impression d'assister à un film d'horreur. Mais cela ne choque pas le subconscient du peuple camerounais. Du point de vue de leur humanisme, on a bien l'impression que nous avions été zombifiés à un point où la mort, ça ne nous fait plus de choc, ça ne nous crée plus d'émotion pour, n'est-ce pas, nous pousser à l'action. Donc, c'est ce manque d'humanisme que je vais essayer de revoir aujourd'hui, parce que on ne peut pas clamer son amour vis-à-vis de son pays quand on n'est pas choqué des scènes d'horreur qui se déroulent, n'est-ce pas, sur le triangle national. On ne peut pas se dire patriote, hein, tout simplement parce que on revendique une certaine position dans le gouvernement pour voler de l'argent. Ça, ce n'est pas du patriotisme, vous comprenez? Et on ne commande pas le patriotisme, vous comprenez? Vous ne pouvez pas forcer les gens à aimer un pays qui a cessé d'être humain. Ça, c'est tout à fait naturel. Moi, j'ai particulièrement très honte de m'associer, n'est-ce pas, à l'image d'un pays qui a perdu de son humanisme. Je ne peux pas. Je suis Camerounais. Je ne peux pas rejeter ma nationalité. Mais je suis quand même choqué qu'on vive des scènes d'horreur à l'intérieur de notre pays, dans le cadre de la crise anglophone, et qu'on se comporte comme si nous étions devenus des animaux. Parce que les animaux, eux, ils n'ont plus de sentiments. Les animaux, ils n'ont pas d'émotion. Les animaux ne peuvent pas prendre une certaine distance par rapport au temps, par rapport à leur situation, par rapport à une projection dans le futur. Les animaux n'ont pas ce problème. Mais nous, les humains, nous sommes constitués différemment. Nous avons une conscience. Nous pouvons, n'est-ce pas, nous départir de notre situation pour parler, n'est-ce pas, de l'avenir commun qui nous met ensemble. Et cet avenir-là, c'est l'avenir du Cameroun qui est en péril et qui devrait inquiéter chaque Camerounais, n'est-ce pas, qui parle de notre pays. Donc, alors, oublions un peu le leadership que nous connaissons incompétent. Oublions un peu les dirigeants. Oublions un peu les tractations politiques. Regardons notre pays en tant que simple compatriote, simple citoyen camerounais. Situons notre pays dans un contexte purement international. Alors, par le passé, nous avons vu les atrocités se dérouler très loin du Cameroun. Nous avons vu le génocide au Rwanda. Nous avons vu, n'est-ce pas, la misère qu'a connue l'Éthiopie pendant une certaine période, dans les années 84, avec la guerre, n'est-ce pas, de sécession avec l'Érythrée.
Aujourd'hui, nous avons encore ces images qui nous reviennent avec la guerre, n'est-ce pas, dans le Tigré, n'est-ce pas, en Éthiopie. Et l'armée éthiopienne, je pense qu'elle est beaucoup plus robuste que l'armée camerounaise. En 8 mois de combat, l'armée éthiopienne est en débandade dans le Tigré. Et les rebelles du Tigré sont en train de gagner d'autres localités dans une guerre qui a été engagée pour circonscrire la sécession. Je vais encore vous promener dans d'autres théâtres d'opération. Allons un peu en Afghanistan. Les Américains ont passé 20 ans de guerre en Afghanistan pour circonscrire les talibans. Alors, c'était une guerre idéologique contre le terrorisme. Et 20 ans après avoir consumé des milliards de dollars, après avoir y laissé des équipements militaires importants, après avoir perdu des vies là-bas, après avoir décimé des vies en Afghanistan, les États-Unis ont été forcés de retirer toutes ces troupes, n'est-ce pas, du sol afghan parce qu'on ne gagne pas une guerre d'occupation. Nous avons aussi les images, n'est-ce pas, de l'Irak sous Saddam Hussein. Les Américains ont occupé l'Irak pendant très longtemps, mais à la fin, les Américains ont été obligés d'abandonner l'Irak pour retourner ici aux États-Unis. Alors, je ne sais pas par quelle magie les idéologues, n'est-ce pas, du régime RDPC au Cameroun pensent qu'ils peuvent venir à bout d'une rébellion sécessionniste dans le nord-ouest et le sud-ouest de notre pays. Quand on sait que les forces armées de notre pays sont également en difficulté dans le nord du pays, dans le cadre de la guerre contre Boko Haram, lancée depuis 2013, c'est-à-dire 8 ans après, la guerre contre Boko Haram continue. Quand on ajoute à cela la guerre civile dans le nord-ouest et le sud-ouest, et si on ajoute à cela la crise post-électorale de 2018, avec tout ce que vous pouvez imaginer des révoltes des Camerounais dans la diaspora contre le régime en place, vous avez là une série de crises qui nécessitent une réflexion profonde, sincère, pour attirer l'attention des pouvoirs publics et même des Camerounais par rapport à l'avenir de notre pays. Donc voilà, en quelque sorte, n'est-ce pas, situé dans son contexte, le débat que nous voulons aborder aujourd'hui, dans le cadre, n'est-ce pas, de quelle révolution voulons-nous dans notre pays. Donc, alors, vous savez, quand on parle de révolution, ce ne sont pas des mouvements spontanés. Ce ne sont pas des choses que chacun peut déclencher à partir de sa chambre. Ce n'est pas des situations qui arrivent parce que nous avons harangué les foules dans les réseaux sociaux. La révolution, elle naît du ventre de la population. C'est-à-dire que quand un gouvernement pousse le peuple, n'est-ce pas, dans ses derniers retranchements, quand un gouvernement continue à naviguer à vue dans une espèce d'arrogance vis-à-vis de la souveraineté du peuple, quand ce gouvernement devient de plus en plus impopulaire, quand ce gouvernement, dans ce genre de dérapage, essaye de contrôler le pouvoir avec toutes les forces et toute la sauvagerie qui accompagne ce genre de dictature, c'est en ce moment que se déclenche dans un pays un processus de révolution sous forme de raz-de-marée qui arrive à balayer tous les dirigeants, sans exception. Et personne ne programme une révolution. Le peuple camerounais que vous voyez là, ce n'est pas un peuple idiot, ce n'est pas un peuple bête. Le peuple camerounais, dans sa diversité, est toujours à l'origine de la souveraineté dans notre pays. C'est pour donc dire que le gouvernement actuel est très naïf de ne pas regarder dans les signes qui se préparent une espèce de révolution qui peut surprendre tout le monde et à tout moment. On doit cesser de croire que nous vivons dans un régime d'exceptionnalité et que ces choses n'arrivent qu'aux autres. Nous avons vécu, n'est-ce pas, à la chute de Moubarak en Égypte. Les gens de ce côté pensaient toujours que l'armée avait toute la puissance nécessaire pour contrôler une révolution dans le pays. Moubarak est tombé, même si après, le gouvernement qui a été élu a été encore renversé par les militaires. La vérité, c'est que même dans les pays les plus brutaux, la révolution est possible. Alors, quand on arrive dans
dans un pays comme le nôtre, il y a tous les signes avant-coureurs qui montrent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Je ne sais pas de quelle nature. Voilà pourquoi j'ose espérer aujourd'hui que nous allons aborder la nature de la révolution qui est en train de s'opérer dans notre pays. Parce que c'est ça la révolution. La révolution, c'est quelque chose qui arrive nouvellement, qui surprend tout le monde et que personne ne mesure les contours. Vous avez simplement, au cours de ces 3 années, vécu des situations extraordinaires que personne ne peut exploiter. Personne ne peut comprendre. Vous avez un gouvernement qui est dépassé par les événements. Vous avez nos dirigeants qui sont absents. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, on gouverne le Cameroun par embuscade. On ne sait pas où se trouve le président de la République. On ne sait pas qui fait quoi dans le gouvernement. Il y a une espèce de cacophonie, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de l'appareil étatique qui devrait donner du temps en termes de leadership par rapport à tous ces problèmes que je viens de vous évoquer. Le président de la République est absent sur le théâtre d'opération dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le président de la République est absent dans la guerre contre Boko Haram pendant que les soldats sont en train de se plaindre, ils sont en train de mourir face aux attaques qui ne font que se multiplier. Et là, ce sont des sérieux problèmes, n'est-ce pas, à ne pas ignorer. Parce que par le passé, ce qui fait la différence entre la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui et ce qui s'est passé depuis longtemps, c'est que l'armée a été habituée à fonctionner naturellement comme des fonctionnaires dans des grandes villes, où leur travail était simplement d'être déployé pour mater les velléités, n'est-ce pas, de manifestations pacifiques. Aujourd'hui, notre armée est confrontée à une guérilla urbaine dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous comprenez? Notre armée est confrontée à des attaques répétées de Boko Haram dans le nord du pays. Vous comprenez? Ce ne sont pas des choses qui peuvent plaire, mais ce sont les vérités que chaque Camerounais peut évaluer. Vous comprenez? Alors, au niveau de la géopolitique, au niveau de la scène internationale, le Congrès américain veut inscrire le Cameroun parmi les pays où ses ressortissants doivent automatiquement avoir un statut de protection de réfugiés. Ça veut dire que dans les coulisses, n'est-ce pas, du landau politique américain, le Cameroun est un pays dangereux qui devient une menace pour ses ressortissants parce qu'on ne garantit une protection de réfugiés de manière automatique qu'à des pays qui sont en danger, comme la Syrie, l'Afghanistan et bien d'autres. Vous voyez que si on classe le Cameroun parmi ces pays-là, ça veut dire que c'est excessivement grave. Et qu'une fois que le Cameroun sera classé dans ce statut de pays où les ressortissants sont automatiquement protégés comme des réfugiés pour bénéficier du droit d'asile automatique, vous allez entendre, n'est-ce pas, des tractations au niveau du Conseil de sécurité par rapport aux couloirs humanitaires dans des zones où il y a des conflits pour protéger les civils, ainsi de suite, ainsi de suite. Cependant, qu'est-ce que notre gouvernement fait? C'est le silence total, n'est-ce pas? Le président est absent, on ne sait pas où il se trouve, et voilà des choses qui se négocient dans les couloirs. Et entre-temps, toutes les écoles de formation ici, sur le sol américain, les écoles de formation militaire, bien entendu, c'est-à-dire des écoles, des centres de stratégie militaire qui coopéraient avec le gouvernement camerounais dans le cadre, n'est-ce pas, de la formation de son personnel. Toutes ces écoles sont en train de fermer leurs portes au Cameroun. C'est-à-dire qu'on est en train de renvoyer, n'est-ce pas, les ressortissants camerounais qui bénéficiaient de ce programme-là. Et là, je vous parle de ce qui se passe. Ça, ce sont des faits. On ne va pas vous parler de ça, n'est-ce pas, à la télévision ou bien dans les journaux. C'est-à-dire, sur place, ici aux États-Unis, il y a au moins déjà 4 grandes écoles de formation sur le plan des stratégies militaires qui ont fermé leurs portes, n'est-ce pas, à nos officiers supérieurs dans l'armée camerounaise. Alors, cela vous dit qu'il y a des choses en coulisses qui se préparent contre le Cameroun et qu'on ne vous en parle pas. Alors, maintenant, si je peux commencer à méditer sur la question que j'ai posée au préalable, quel genre de révolution voulons-nous au Cameroun? Je pense que la première révolution dont nous avons au Cameroun, c'est une révolution dans les mentalités.
Une révolution dans les mentalités qui commence par une réforme totale du système éducatif camerounais. Un système éducatif camerounais dans lequel nous sommes arrivés à un point où l'université camerounaise et les écoles de formation sont devenues une espèce d'industrie pour former les chômeurs. C'est ça la réalité dans laquelle le Cameroun se trouve. Parce que dans une situation de grave pénurie, c'est-à-dire nous n'avons pas suffisamment de moyens financiers pour continuer à recruter le personnel administratif, nous sommes donc parvenus au stade où les gens sont formés et ne peuvent être recrutés par le gouvernement. Cela se traduit, par exemple, par la marche pacifique des médecins. Plus de 700 médecins camerounais ont été formés et ne peuvent donc pas intégrer la fonction publique parce qu'il n'y a pas les moyens pour payer leur salaire. Alors, c'est une situation extrêmement grave. C'est-à-dire, quand vous arrivez au statut où vous formez les gens pour les abandonner dans la rue, c'est excessivement grave. Comment est-ce qu'on peut payer beaucoup d'argent pendant 7 ans pour se former comme un médecin et se retrouver au chômage, se retrouver dans la rue? Vous imaginez que c'est tout à fait louable? Non, ça c'est une situation extrêmement grave. Alors, mais l'ironie dans cette situation, c'est plutôt l'attitude des jeunes Camerounais sur la toile. Parce que, vous savez, on engage cette discussion comme ça là, parce que c'est dans ce genre de dialogue, n'est-ce pas, qu'on peut parvenir à se comprendre. Moi, je vis hors du Cameroun depuis 15 ans, ce qui veut dire que, bon, je peux peut-être ne pas comprendre certaines situations dans le pays parce que je n'y vis plus. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est cette tendance de nos compatriotes qui sont restés au pays de se braquer contre les ressortissants camerounais qui vivent dans la diaspora comme moi, par exemple. C'est-à-dire que je vais vous produire une analyse très bien détaillée, comme ce que nous sommes en train de faire là. Mais, au sein de ma propre communauté, je vous ai souvent dit que je suis Bamoun, au sein de ma propre communauté, des gens qui ne peuvent jamais rêver d'avoir une formation que j'ai pu avoir. Ils vont se lever dans un mouvement anti-intellectuel pour insulter le doctorat. C'est-à-dire pour eux, le doctorat, c'est quoi? Viens construire ton village, viens parler plutôt ici. Ça, c'est le discours que ce genre de gogonards peuvent balancer contre moi sur la toile. Et c'est plutôt amusant. C'est amusant pourquoi? Parce que, je ne vis pas leur situation. Je ne suis pas à Fouban pour vivre leur situation de chômage et de misère. Je n'en vis pas leur situation. C'est-à-dire que, à l'heure où je me trouve, si le Cameroun me paye 1,5 million, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas prendre un salaire d'1,5 million. Pourtant, c'est rare de trouver au Cameroun un endroit où on peut facilement me recruter pour 1,5 million. Vous comprenez? Alors, les raisons pour lesquelles je ne peux pas accepter ce genre de contrat, c'est que j'ai une famille. Vous comprenez? Moi, j'ai une épouse qui travaille, j'ai des enfants qui doivent aller à l'école, j'ai des soucis de santé qui doivent être assumés. Et quand je regarde les infrastructures, n'est-ce pas, qui doivent me doter d'une sécurité sociale en termes de ma santé et en termes, n'est-ce pas, de travail, d'employabilité et autres, le Cameroun n'est pas au chapitre. Ce n'est pas une insulte au Cameroun. Parce que les gens ne comprennent pas que le patriotisme, là, on ne mange pas le patriotisme. Vous ne pouvez pas aimer tellement votre pays pour détruire votre propre famille. Personne ne peut prendre ce genre de risque. Alors, dans des échanges, donc, ces gens de compatriotes qui n'arrivent pas à comprendre le fait que le Cameroun est en détresse. Il n'y a aucune envie de la part des Camerounais qui sont à l'aise dans la diaspora d'y retourner pour reprendre, n'est-ce pas, le chemin de croix qui est le sort de la majorité des jeunes aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais vous avez quand même des gens qui se pointent sur la toile pour nous inviter
à venir vivre leur misère, à venir vivre leur situation catastrophique. C'est pour cela que je pose cette question. Quelle révolution voulons-nous au Cameroun? Est-ce une révolution où les gens vantent le patriotisme ou bien le nationalisme, n'est-ce pas, comme un trophée? Est-ce qu'il y a encore une fierté d'être Camerounais? Dites-moi. Nous sommes allés aux Jeux Olympiques, nous sommes rentrés avec 0 médaille. Il y a quelle fierté à être Camerounais dans ce genre de situation? Avant cela, en 2010, nous sommes allés au Mondial sud-africain, nous sommes rentrés avec 0 point. En 2014, nous sommes allés au Brésil, nous sommes rentrés avec 0 point. C'est-à-dire en 2 compétitions internationales. Le Cameroun, qui était parmi les meilleurs pays, n'est-ce pas, sur le plan du football, va à 2 compétitions mondiales et rentre avec 0 point. C'est-à-dire, entre 2010 et 2014, 2 Coupes du Monde, nous sommes rentrés avec 0 point. Il n'y a jamais eu état généraux, n'est-ce pas, du football au Cameroun pour voir vraiment quel est le problème. Nous ne sommes même pas capables de rédiger un statut pour l'Africafoot, malgré le défilé des professeurs agrégés en droit pour nous doter d'un tel document. Les Joseph Owona sont passés. Ils n'ont pas pu rédiger un statut pour l'Africafoot au Cameroun. On a élu des présidents de cette fédération qui ne sont pas capables, n'est-ce pas, d'assumer leurs responsabilités parce qu'il y a tellement d'irrégularités dans leur sélection, dans leur vote. Ils sont encore en tractation pour rédiger les mêmes tests et imposer le même statu quo et ils vont se faire bouter, n'est-ce pas, par le tribunal arbitral spécial. Voilà le contexte dans lequel nous vivons. C'est-à-dire un pays qui ne respecte plus ses lois, qui ne respecte pas ses tests, mais qui prétend vendre la démocratie aux autres. C'est-à-dire que nous sommes l'unique pays au monde où toutes les expertises, tous les experts passent à la télé chaque dimanche pour donner des leçons de démocratie au reste du monde, même aux États-Unis. Quand c'est la Côte d'Ivoire, tout le monde se déchaîne. On donne les conseils aux Ivoiriens. On dit, voilà, la Côte d'Ivoire, c'est mauvais, Ouattara, c'est un diable, le panafricanisme est monté, c'est descendu. On ne peut pas, alors que nous sommes sous le poids d'une dictature qui va avoir bientôt 40 ans. En 2022, là, le RDPC aura 40 ans au pouvoir. Mais les gens applaudissent la démocratie que nous avons au pays. Alors, respectons pas nos tests. Pardon. Donc, voilà un pays, c'est-à-dire le nôtre, où le président est âgé de 88 ans, son vice-président a presque le même âge. Quand je dis le vice-président, je veux dire le président du Sénat. C'est lui qui peut le remplacer en cas de vacances présidentielles. Le président de l'Assemblée nationale, il y avait un petit problème de connexion là, c'est revenu, Dieu merci. Donc nous avons donc des institutions fragilisées par la confiscation du pouvoir. Nous avons une armée qui est confrontée à des hostilités sur les théâtres d'opération. Et nous avons ces donneurs de leçons qui passent à la télé chaque dimanche pour prêcher la bonne santé de la démocratie du Cameroun. Ils se moquent de qui? Ces intellectuels-là, qui se réclament parmi les universitaires camerounais, ils sont vraiment intellectuels? Je ne pense pas. Moi, je ne crois pas qu'ils soient des intellectuels. Tout simplement pour des raisons que je vais vous expliquer. Un intellectuel, d'après ce que moi j'ai lu, un intellectuel ne travaille pas pour le gouvernement, nécessairement, non. Parce qu'une fois que vous travaillez pour le gouvernement, vous devenez le clerc du gouvernement, vous devenez le petit fonctionnaire du gouvernement qui doit se battre pour survivre sa position, pour avoir plus de promotion. Donc vous devenez un publicitaire du gouvernement. Comment est-ce qu'on peut être publicitaire, propagandiste d'un gouvernement et être à la page avec toute forme de révolution qui doit changer de mentalité, n'est-ce pas, de nos citoyens? Vous savez, donc, alors, la révolution dont moi je parle ici,
c'est celle qui consiste, n'est-ce pas, à éduquer des masses. Il y a ce petit problème de connexion là qui me gêne un peu là. Bon, mais c'est revenu, ce n'est pas coupé, Dieu merci. Donc, je parlais tout à l'heure de révolution. Alors, voilà comment je vais essayer d'aborder la question de révolution au Cameroun. Parce que ce que nous vivons au Cameroun, c'est une situation de dépendance entre les opprimés et l'oppresseur. L'oppresseur ici, c'est le gouvernement camerounais et c'est un gouvernement néocolonial. C'est-à-dire un gouvernement qui prend ses ordres à l'extérieur du pays. C'est-à-dire un gouvernement qui dépend exclusivement de la France, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de certaines institutions internationales. C'est-à-dire que notre gouvernement trouve sa légitimité dans la validation de ces institutions que je viens de citer tout à l'heure. De l'autre côté, vous avez le peuple camerounais. Le peuple camerounais dans son ensemble est un peu pris comme dans l'otage, comme les otages de ce gouvernement. Ça veut dire quoi? Dans cette relation d'oppresseur-opprimé, on a parfois l'impression que les opprimés, qui sont les Camerounais, ont tendance à applaudir leur oppresseur, qui est le gouvernement en place. Parce que je ne comprends pas comment on peut organiser des marches. C'est vrai, on manipule les gens, mais comment les gens peuvent être aussi bas pour accepter de se faire manipuler à ce point? C'est-à-dire, vous avez vu dans la ville de Yaoundé, des motos taximens prêts à prendre 2000 francs de carburant pour défiler en faveur d'un régime qui ne leur a pas donné la possibilité d'avoir un travail décent. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez sur une moto à Yaoundé aujourd'hui, avec des licences, avec des maîtrises, c'est parce que quelque part, après votre formation, l'État n'a pas été capable de vous employer, de vous doter d'un emploi décent. Alors, vous vous retrouvez dans la débrouillardise avec des motos. Et le jour que ce régime veut vous manipuler, on vous donne 2000 francs. On vous donne du pain et des sardines. Et vous prenez des motos, vos motos. Ce ne sont pas les motos qui vous sont offertes par le gouvernement. Vous prenez les effigies du président de la République pour défiler dans la ville de Yaoundé et donner la fausse image d'une popularité de ce président. Quand vous faites ça contre qui? Contre vous-même. Vous ne faites pas ça contre la diaspora ou bien contre les opposants. Non, vous faites ça contre vous-même. Et encore plus grave, dans ce pays que vous voyez, le Cameroun que vous voyez, vous avez vu par le passé des gens qui se sont réclamés être des opposants, qui se retrouvent aujourd'hui être des porte-parole du même gouvernement qu'ils ont combattu pendant des années. Après parfois avoir été en prison. C'est-à-dire que regardez des gens qui hier disaient que le régime est mauvais. C'est un régime satanique. On doit faire tomber ce régime. Rien ne peut marcher dans ce pays tant que ce régime est au pouvoir. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui disaient ça, qui sont aujourd'hui à la télévision pour vanter, n'est-ce pas, l'expérience du président, la magnanimité du président, la bonté du président, la sagesse du président. Un président absent. Vous comprenez? Et là, vous avez un problème. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut se lever de son propre chef, taxer M. Biya de diable, essayer de convaincre les Camerounais que ce monsieur ne peut pas diriger le Cameroun. Il ne mérite pas de diriger le Cameroun. Mais quelques années plus tard, vous retrouvez le même personnage dans le gouvernement de M. Biya en train de vanter la magnanimité du président. Ça, c'est extraordinaire. Vous comprenez? Parce que la décence, quand même, voudrait qu'à un certain moment donné, les gens doivent gérer ce genre de contradiction. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque nous épousons une position, c'est parce qu'au préalable,
nous estimons que déjà la position, elle est cohérente, elle est juste et elle est justifiée. Si je dis aujourd'hui que le Cameroun est en guerre, je ne peux pas, quelques semaines plus tard, revenir vous dire que non, le Cameroun est un pays de paix. Je ne peux pas vous dire ça parce que c'est deux réalités qui se contredisent. De la même façon, je ne peux pas décrire le régime RDPC d'être une dictature, n'est-ce pas, de manière consciente, et revenir quelques années plus tard, parce que je suis à l'intérieur du RDPC, essayer de vous justifier qu'il ne s'agit pas d'une dictature, que je m'étais trompé. Ça veut dire que soit je suis fou, ou c'est ce gouvernement-là qui est fou. Et c'est là la raison pour laquelle nous avons estimé aujourd'hui qu'on devait repenser le concept, n'est-ce pas, de révolution. Alors, la révolution, c'est donc un mouvement de pensée qui essaye, n'est-ce pas, à travers des actions concertées, changer une situation d'oppression. C'est-à-dire, c'est d'abord un mouvement éducatif qui cherche, n'est-ce pas, à donner une conscience nationale au peuple qui tend à se disperser dans des questions qui divisent, au lieu de repenser la notion de citoyenneté par rapport à l'intérêt commun. Donc lorsqu'on parle de révolution, il s'agit, n'est-ce pas, d'une espèce de formation orientée capable de changer le subconscient de l'opprimé à réaliser sa propre situation d'oppression pour agir déjà personnellement et ensuite collectivement afin de parvenir à une sorte de libération. Alors, nous ne sommes pas encore à ce niveau, mais il devient urgent de faire comprendre au Cameroun et aux Camerounais que lorsqu'on est opprimé, on n'applaudit pas son oppression. C'est un peu comme un esclave qui est au service de son maître, qui, une fois libéré, se met à pleurer que mais je vais vivre comment sans mon maître. C'est un peu ce que les Camerounais vivent aujourd'hui. Les Camerounais, pour la plupart, ne s'imaginent pas une vie sans le régime RDPC aujourd'hui. Parce que c'est ce que la tyrannie du RDPC a voulu vendre aux Camerounais. N'est-ce pas? On a bien voulu faire comprendre aux gens que M. Biya est indispensable. Mais ce qu'on ne parvient pas à expliquer aux gens, c'est qu'avant M. Biya, il y avait un gouvernement. Et après M. Biya, il y aura éventuellement un gouvernement. Donc, cette idée de président-providence, de président messie, de président sauveur, qui soit permanent dans les photos et même dans les bureaux, ce n'est pas un gouvernement responsable. Parce que lorsque vous inculquez dans le subconscient de chaque Camerounais que la photo qui est au mur là, c'est cette photo-là qui dirige le pays et qui mérite de diriger le pays et que personne ne peut contester cet ordre établi-là, sinon il est subversif. C'est un conditionnement psychologique qui est dangereux pour toute la population. Donc, il faut déjà faire comprendre aux Camerounais que ce dont nous avons besoin à l'intérieur de ce pays, ce sont des institutions fortes qui fonctionnent avec des lois claires, que tout le monde respecte et que personne, ni le président de la République, ni personne au sein du gouvernement ne peut être au-dessus de la loi. Et que la loi, n'est-ce pas, elle est protégée par le peuple camerounais. Et la justice, elle est rendue au nom du peuple camerounais et non au nom du président de la République. Donc voilà autant de choses qui doivent être enseignées par les leaders des partis politiques, n'est-ce pas, dans leur chapelle politique. Voilà autant de choses que la société civile devrait reprendre à son compte pour essayer de doter le Cameroun de masse critique suffisamment responsable, capable de remettre en question cet ordre établi, qui est faux, parce que c'est un ordre qui n'existe pas. Vous avez un gouvernement qui a peur de parler même d'une situation de crise, comme la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Au niveau de notre Parlement, au niveau de notre Sénat,
Depuis plus de 5 ans, les gens sont en train de mourir dans ces zones-là et personne n'est capable, n'est-ce pas, d'ouvrir un débat public autour, n'est-ce pas, de ces crises-là qui peuvent même faire cesser le Cameroun comme État. Donc, il y a une menace sur la stabilité du pays compte tenu de la situation belligérante dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et personne n'en parle au sommet de l'État. Ils sont des sénateurs. Ils prennent de l'argent pour ça. Ils sont des députés. Ils sont payés pour ça. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a un déficit de dialogue? Il y a un déficit de débat au niveau de notre Parlement, au niveau de notre Sénat, quant à ce qui concerne l'avenir, n'est-ce pas, de cette crise. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays et faire du n'importe quoi parce que vous respectez la volonté d'une personne. Ça, c'est ce qu'on appelle la déification du pouvoir présidentiel. Et ça ne peut produire qu'un dictateur féroce. Alors, le président de la République a pris sur lui de déclarer la guerre déjà contre Boko Haram en 2013. Nous n'avons jamais eu le bilan de cette guerre. Le président de la République a encore pris sur lui de déclarer la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous n'avons pas de bilan par rapport à ce conflit. Alors, maintenant que nous sommes parvenus à une phase où nous voyons de nos yeux des Camerounais être décapités, qu'ils soient des civils ou des soldats, pourquoi est-ce qu'on a peur d'en parler? Tous les sécurocrates qui sont allés à la télévision les dimanches pour vanter la toute-puissance de l'État qui peut venir à bout de chaque rébellion, ils sont où, ces universitaires? Face à ces images, qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons dit 5 ans plus tôt que cette guerre ne peut pas être gagnée. Parce que dans la nature des combats, c'est une guerre asymétrique. Et dans une guerre asymétrique, l'armée régulière ne peut pas s'en sortir. Vous comprenez? Alors, le théâtre d'opération, parlons-en. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, actuellement, nous sommes en saison de pluie. Ça veut dire que les marécages sont dans la boue maintenant. Alors, admettons qu'un général ou bien les officiers assis à Yaoundé décident d'un plan de combat qui nécessite le déploiement de l'artillerie lourde. Alors, en termes de mobilité de ces chars, n'est-ce pas, et porte-chars, comment est-ce que ces engins vont évoluer dans la boue? Ça, c'est un premier problème. En termes de camions de transport de nos soldats, comment est-ce qu'ils vont naviguer, n'est-ce pas, les pistes de ces zones-là, qui sont des zones marécageuses, et face aux bombes improvisées, n'est-ce pas, c'est-à-dire les mines antipersonnelles que les rebelles sécessionnistes sont en train de planter sur la voie publique. Vous estimez que les soldats, ils auront un terrain facile à naviguer? Voilà autant de questions que les gens qui sont doués d'intelligence ont besoin de se poser lorsqu'ils applaudissent l'armée dans ces conflits où la solution est techniquement politique. Donc, et là encore, je suis très écœuré, n'est-ce pas, de lire des messages qui sont postés dans les réseaux sociaux pour dire soutien à notre armée. Bon, sincèrement, je ne peux pas être contre l'armée de tout un pays parce que c'est grâce à l'armée qu'on peut défendre déjà l'intégrité du territoire camerounais, qu'on peut protéger la sécurité des personnes et des biens. Nous avons besoin de l'armée pour ça. Ça, je peux vous assurer cela. Donc, je serais donc très cynique de vous faire un discours anti-armée camerounaise. Mais lorsqu'on regarde le comportement de notre propre armée dans des situations de belligérance dans ces zones que nous avons identifiées, des centaines de villages brûlés, n'est-ce pas? Des civils qui sont pris pour cible, n'est-ce pas? Parce que vous avez assisté, n'est-ce pas, à des bavures, n'est-ce pas, militaires. J'en rappelle la situation de Garbo, par exemple. Dans le nord, ces femmes qui ont été assassinées froidement avec leurs enfants dans le dos. C'est dans le rapport de Human Rights Watch. Mais le gouvernement, à chaque fois, après la publication de ces rapports, vient sur la place publique plutôt pour condamner Human Rights Watch, sans toutefois questionner des éléments qui sont mis à la disposition de la communauté internationale dans le cadre de la gestion de cette crise-là,
Alors, on tente toujours à crier au complot contre l'État camerounais, contre l'armée camerounaise, alors qu'en réalité, il y a des images satellitaires qui accompagnent, n'est-ce pas, l'illustration de ces bavures-là. Donc, alors, on ne peut pas être dans un pays, s'opposer contre la guerre et dire que tous derrière l'armée camerounaise et derrière son président de la République. Ça, c'est un message contradictoire. Quand on sait que ce sont les familles des soldats qui sont victimes lorsque ces soldats meurent dans des conditions difficiles, alors vous comprenez que les gens qui paient le plus haut tribut dans ce conflit-là, ce sont les familles des soldats. Ce sont les familles, n'est-ce pas, qui sont plus possibles dans les zones anglophones. Alors, lorsqu'on n'envisage aucune solution politique, on fonce droit dans l'enlisement, dans un conflit qui ne prendra pas de fin, et cela ouvre les portes à la sécheresse, n'est-ce pas, des finances publiques. Ce qui veut dire que cette guerre, plus elle dure, plus nous avons les chances de tomber dans une crise politique et économique sans précédent. Alors, tous ceux qui sont autour du président de la République, ils ont des rapports par rapport à cette crise. Qu'est-ce qu'ils font pour arrêter la machine à tuer? Rien du tout. Ils passent à la télé, ils continuent à ventiler des messages purement radicaux. Ils pensent que voilà, il faut neutraliser les rebelles sécessionnistes. Les rebelles sécessionnistes sont des Camerounais, ce ne sont pas les étrangers. Alors, dans une situation où vous avez des Camerounais qui luttent contre d'autres Camerounais, c'est l'impasse totale. On ne peut donc pas parler d'une révolution digne de ce nom dans un contexte où les gens s'entretuent alors qu'ils sont essentiellement des citoyens d'un même pays. Alors, l'autre élément, et c'est très important, c'est le comportement de nos leaders politiques. On a bien l'impression que pour être bon opposant dans notre pays, il faut absolument passer à la télé, vanter les couleurs du drapeau, vanter le Cameroun un et indivisible, et avoir des susceptibilités quand il s'agit de parler de la forme de l'État. Or, un État n'est pas une situation immuable. Chaque État est une situation dynamique. Ce qui veut dire que la Constitution, comme la forme de l'État, sont des réalités qui sont invitées à évoluer en fonction des contextes, parce que chaque nation s'adapte vis-à-vis de certaines situations. Alors, entre 1961 et 1972, nous avons vécu sous l'État fédéral. Le Cameroun était la République unie du Cameroun. Alors, ce n'est qu'après 1972 que nous sommes arrivés à réunir, n'est-ce pas, le Cameroun jusqu'à la République du Cameroun en 1984. Ce qui veut dire que notre tentative à vouloir phagocyter la partie anglophone du pays a clairement échoué. C'est-à-dire qu'il faut que les gens parviennent à réaliser que notre passé colonial nous a légué deux entités, le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Et c'est deux mentalités différentes, deux cultures différentes. Alors, le Cameroun francophone ne peut pas phagocyter le Cameroun anglophone. C'est la raison d'être de cette guerre. C'est une guerre idéologique et personne ne peut gagner une guerre idéologique. Vous pouvez bien tuer suffisamment les gens, mais vous n'allez pas tuer leur désir de se libérer. Ce qui veut dire que l'État camerounais va dépenser beaucoup d'argent à faire couler du sang dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais l'État camerounais ne parviendra pas à imposer le Cameroun un et indivisible à la partie anglophone du pays. Alors, quand on est face à cette impasse-là, alors l'intelligence nous interpelle à retourner autour d'une table de dialogue pour réfléchir sur la forme de l'État qui apaise les deux parties. N'est-ce pas? Les modérés parmi les Camerounais doivent prendre le devant pour décourager les extrémistes des deux camps. Ceux qui pensent qu'on ne doit pas diviser le Cameroun doivent réaliser que nous avons évolué dans un Cameroun divisé pendant 11 ans. Et le Cameroun n'a pas cessé d'exister.
nous pouvons revenir à la situation ante, sans que ça ne fasse disparaître le Cameroun. Pour ceux qui ont peur qu'une fois le Cameroun divisé, nous allons cesser d'être un pays. Le Nigeria était un État fédéral, avec plusieurs États. Le Nigeria n'a pas cessé d'exister. Le Nigeria est le pays le plus peuplé en Afrique. Et c'est d'ailleurs le pays le plus avancé économiquement en Afrique. N'est-ce pas? L'Afrique du Sud, c'est une fédération. Ce n'est pas un pays qui souffre. Bien, ok. Quand je dis souffrir, relativement à ce que nous vivons, la situation économique de l'Afrique du Sud est enviable par rapport à ce que nous vivons au Cameroun. Déjà, quand on voit les universités sud-africaines, c'est nettement mieux encadré que les universités de notre pays. Donc, en termes de révolution, il faut déjà penser à la réforme du système éducatif de notre pays. Parce que le système éducatif de notre pays forme uniquement des fonctionnaires qui ne sont pas suffisamment inventifs ou créatifs pour être utilisables, n'est-ce pas, dans une économie de production. Vous comprenez? Nous avons essentiellement une économie de consommation et dans cette configuration, nos fonctionnaires ne servent à rien. Ils sont là pour attendre des salaires. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on produit? Voilà pourquoi le Cameroun est obligé d'aller emprunter de l'argent à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international pour développer la fiction qu'ils appellent les projets structurants, pour vendre la fumée blanche, n'est-ce pas, d'un Cameroun émergent en 2035, quand Paul Biya ne sera plus là. Donc ça, c'est du mensonge. Comment est-ce qu'on peut arriver au Cameroun émergent si déjà on n'a pas d'électricité? Nous n'en avons pas. Le Brésil est un pays émergent. La Turquie est un pays émergent. L'Afrique du Sud est un pays émergent. L'Inde est un pays émergent. Alors, vous voulez me dire que le Cameroun est prêt, d'ici 2035, à être au niveau de l'Inde, à être au niveau de l'Afrique du Sud, à être au niveau du Brésil, à être au niveau de la Turquie? Mais ça, c'est du mensonge. Parce que lorsque vous regardez le secteur industriel dans ce pays, c'est des pays qui produisent beaucoup de choses, n'est-ce pas, avec un tissu industriel robuste. La seule industrie que nous avons au Cameroun, c'est les brasseries du Cameroun pour produire la bière et saouler autant de Camerounais. C'est ça. Alors, vous voulez me dire que nous allons être émergents avec les soulards? Nous ne pouvons pas être émergents avec les soulards en 2035. Ça, c'est du mensonge. Nous sommes déjà en 2020. Vous comprenez? Nous sommes déjà en 2021 d'ailleurs. C'est-à-dire que les gens veulent nous faire croire que dans 14 ans, nous allons magiquement rattraper l'Afrique du Sud, rattraper le Brésil, rattraper l'Inde, rattraper un pays comme la Turquie. Mais non. Ça, c'est un rêve en couleur. Je ne peux pas empêcher les Camerounais de rêver. Mais ce rêve est en couleur parce qu'il n'y a matériellement aucune préparation pour arriver à ce niveau. Notre système éducatif est en débandade. C'est en déliquescence. Il n'y a pas de laboratoire de recherche. Les enseignants ne sont pas bien formés. C'est pour cela qu'ils sont constamment à la télévision les dimanches pour vous raconter les anecdotes sur la science. Ils ne font pas de la science. Vous comprenez? Alors, le peu de Camerounais qui ont fui ce milieu pour se retrouver dans la diaspora et bien se former ne peuvent pas retourner au Cameroun dans les conditions que nous avons évoquées à cause de la corruption, à cause de la dictature, à cause de la violence policière. Vous ne pouvez pas être libre dans un pays, par exemple, comme les États-Unis, et rêver retourner vous faire battre par des policiers qui n'ont pas votre niveau. Tout simplement parce qu'ils peuvent, et ceci dans l'impunité. Comptez juste cette semaine combien de Camerounais sont morts dans des cellules. Tout simplement parce qu'ils ont été violentés par les éléments des forces armées régulières de notre pays. Vous imaginez que les gens, quand ils voient ça, ils peuvent, n'est-ce pas, prendre leur courage et rentrer, s'aligner comme des condamnés à des sursis indéfinis.
Hein? Chaque semaine, vous entendez qu'on a abattu tel ici, qu'on a agressé tel là-bas. Et les accidents de circulation, n'en parlons plus. Chaque jour, il y a les accidents de circulation sur nos pistes. Vous comprenez? Voilà la réalité du Cameroun. En dehors de ce que les gens peuvent raconter. Parce que je ne refuse pas, les gens sont libres de rêver, j'ai dit ça. Mais lorsqu'on regarde notre situation, elle n'est pas reluisante. Il n'y a absolument rien dans l'état de la gouvernance dans notre pays qui donne une seule raison de rêver que nous pouvons atteindre l'émergence en 14 ans. Ça, c'est impossible. Donc, il faut absolument une réforme de fond en comble pour relancer la machine de l'éducation afin d'avoir l'espoir, sur 10 ans, d'avoir des gens suffisamment préparés pour s'embarquer dans l'industrialisation et cesser d'importer, n'est-ce pas, les expertises qui coûtent excessivement cher, afin de rentrer dans la production pour équilibrer la balance commerciale de notre pays. Voilà autant de choses. Il n'y a absolument rien maintenant qui est fait pour changer cette situation. Mais vous allez voir des gens qui vont crier sur des toits comment ils aiment le Cameroun, comment ils sont fiers d'être Camerounais, comment ils aiment leur pays, et inviter ceux des nôtres qui sont en dehors du triangle national à venir se battre sur le terrain. Alors qu'ils ne se battent même pas. Quand je regarde ça, ça me fait rire. Vous avez les gens qui ont de la peine à manger 2 plats par jour, mais qui vous disent de revenir pour vous battre sur le terrain comme eux, alors qu'ils sont déjà complètement dépassés par les événements. S'ils étaient aussi compétitifs, le président de la République, leur président, n'allait pas inviter la diaspora à venir reconstruire le Cameroun. Vous comprenez l'ironie et le paradoxe dans lequel nous vivons. Ça, c'est vraiment traumatisant. Donc, alors, la révolution dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une révolution dans les mentalités. Une révolution qui nous positionne dans une mentalité de conquérants. Des gens qui osent. Des gens qui ont de l'audace. Des gens qui regagnent une fierté nationale et qui soient capables de se surpasser. Dans ce sursaut-là, on verra un nouveau Cameroun qui peut émerger des cendres de la catastrophe que nous avons traversée pendant 40 ans. Ce que je peux également vous garantir, on ne se remet pas de 40 ans de corruption en un jour. Il faut toute une autre mentalité. Et c'est là où je reviens à la corruption. Nous ne pouvons pas sortir le Cameroun de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui si nous continuons dans cette mentalité de corruption. Vous comprenez? Quand moi je fais des échanges avec nos compatriotes qui sont restés au pays, ça me donne envie de pleurer. Vous imaginez par exemple dans les marchés publics aujourd'hui, si vous êtes par exemple dans le secteur de bâtiments et travaux publics, pour qu'on vous donne un marché, pour gagner un marché, est-ce que vous savez que les pouvoirs publics vous demandent au minimum 10% de ce marché? C'est-à-dire que si vous devez gagner un marché de 100 000 francs, il faut payer en avance 10 000 francs à celui qui doit vous offrir le marché. Ça, c'est une corruption systématique. C'est un système qui est mis en place. Alors, vous imaginez que si moi, je dois gagner un marché pour faire la route, n'est-ce pas? Je vais prendre un exemple banal. La route entre Bafoussam et Baham. Alors, le maire qui a le marché va me dire, OK, la route que tu vois là, c'est 1 milliard. Pour que tu gagnes ce marché, tu dois me donner 10%. C'est-à-dire que je dois mettre 100 millions dans son compte avant de gagner le marché. Alors, ce qui veut dire que le marché me revient à 900 millions. Parce que j'ai déjà perdu 100 millions. Alors, la personne qui prélève les 100 millions ne s'inquiète pas des taxes que je dois reverser au gouvernement, des engins que je dois importer de l'extérieur,
du personnel que je dois payer, de tous les travaux que je dois assurer et bien sûr du fait que je sois capable de livrer le marché. Ça n'intéresse pas le responsable qui doit me livrer ce marché. Ce qui l'intéresse, c'est ces 100 millions. Il prend ces 100 millions, il oublie le marché. Peu importe ce qui va arriver après. Et avec cette mentalité-là, nous allons arriver à l'émergence. Ça, c'est ce qui est officieux. C'est-à-dire que sur papier, lorsque les gens lancent les appels d'offres pour les marchés, là, on ne vous prescrit pas les 10% publiquement. C'est au moment de gagner ce marché qu'on vous appelle par derrière que, le gars, tu as un bon dossier. Si tu me donnes 100 millions, parce que c'est 1 milliard, on te donne le marché. Mais si tu ne veux pas, on va donner ça à quelqu'un qui est prêt à faire cela. Les Camerounais, dans ces conditions, cotisent les 100 millions et remettent pour gagner ce marché. Vous estimez que vous allez avec un déficit de 100 millions. Alors, voilà la raison des surfacturations. Vous comprenez? Les stades qui doivent être faits à 50 millions reviennent à l'État à 200 millions. Et comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans ces conditions? On ne peut pas. Donc, une autre révolution porte dans le secteur, n'est-ce pas, des marchés publics. Il faudrait la tolérance zéro au niveau de la corruption pour remettre l'État en état de marche vers l'émergence. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, prélever autant d'argent sous forme de corruption dans les contribuables de l'État camerounais et rêver développer le Cameroun. Ça, c'est tout à fait impossible. Tout à fait impossible. Je vais vous prendre encore une situation très banale pour toujours illustrer dans la rubrique de la révolution des mentalités. Vous savez, quand les gens disent qu'ils luttent contre la corruption, généralement c'est dans la parole. Mais confrontés à la réalité, ils pratiquent la corruption. Je vais vous expliquer comment. Alors, imaginez un peu l'euphorie avec laquelle les gens reçoivent les nominations dans leur famille. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quand on dit que mon frère est en haut, ça veut dire que certaines situations que vous avez imaginées impossibles deviennent possibles tout simplement parce que votre frère est en haut. Et là, je reviens à des pratiques dans les universités qui représentent pour moi la corruption et qu'on doit absolument combattre. Alors, le Cameroun forme les gens en fonction des filières, n'est-ce pas? Ils ont les lettres modernes françaises, les lettres, l'anthropologie, l'histoire, la géographie, la science naturelle, la biologie, la biochimie, tout ça. Ils ont ces filières. Ce qui veut dire que pour chaque école de formation, il vous faut un profil qui dépend de votre filière de choix, n'est-ce pas? Alors, j'ai eu une situation très cocasse cette semaine. Alors, quelqu'un qui vient, comme d'habitude, sur la toile pour m'insulter, commence à me donner des leçons de comment je dois rentrer au pays, contribuer au développement du pays, comme ceux qui sont restés au pays, qui font la différence dans l'économie du pays. Ça m'a d'abord amusé. Et après, il conclut par dire que voilà, le doctorat c'est quoi, machin. Alors que lui-même, il a à peine la licence. Donc, c'est à ce moment que je constate que lui, il travaille à la délégation de la santé publique à l'ouest du pays, avec une licence en lettres modernes françaises. Alors, je me suis posé la première question. Qu'est-ce que celui-ci, qui ne peut même pas manipuler un document Excel, est allé chercher à la délégation de la santé publique à l'ouest du Cameroun? La réponse, c'est que le bon monsieur a eu sa licence en lettres modernes françaises, s'est retrouvé dans les associations de l'église de son village, a contacté son oncle qui travaille dans la fonction publique, qui a contacté son ami qui est à la délégation de la santé publique, et c'est comme ça qu'il a été recruté comme bouche-trou à la délégation de la santé publique à l'ouest du pays.
Et voilà ce monsieur qui a le culot de venir sur la toile pour questionner la pertinence d'un diplôme universitaire obtenu dans les meilleures universités des États-Unis. Donc, et c'est comme ça que les Camerounais se comportent. Quand nous avons des problèmes à résoudre, ils passent du temps à distraire, à divertir avec des intrigues contre des personnes pour éviter de parler du sérieux problème. Tout simplement parce que j'avais produit dans une conversation la liste des gouvernements du RDPC depuis 1982 jusqu'en 2021. Et j'ai dit, voilà un gouvernement que vous suivez aveuglément. Autant de gouvernements pour un résultat nul. Alors, identifiez dans ces gouvernements les membres de vos familles pour nous dire quelles sont les raisons qui vous poussent effectivement à défendre un tel gouvernement. Au lieu de répondre à la question, donc il fallait plutôt attaquer nos pédigrés sur le plan de la recherche scientifique, alors que la pression, elle était simple, elle était trop claire, juste pour attirer l'attention de l'opprimé sur sa situation d'opprimé, afin que les gens parviennent à comprendre, au-delà du message, l'anomalie qu'il y a à vivre dans le subconscient de l'opprimé. Vous savez, il y a une mentalité d'opprimé. Ce n'est pas facile d'être libre. On ne se lève pas un de ces 4 matins pour être libre. Hein. Même si on remet la liberté aux Camerounais, après 40 ans de dictature, ils vont toujours vivre comme des gens opprimés dans leur mentalité. Regardez la violence avec laquelle le discours politique est délivré sur la place publique. Allez dans les débats, vous allez voir les miracles. Des gens qui se donnent des coups de poing dans les débats. Alors que, en démocratie, il n'y a rien de plus beau que le débat public. Le dialogue. C'est ça, la démocratie. La démocratie commence avec le dialogue. Et vous ne pouvez pas faire le dialogue si vous empêchez les autres, n'est-ce pas, de s'exprimer. Moi, je suis dans l'opposition. Si je refuse, n'est-ce pas, à un membre du gouvernement de s'exprimer, je ne suis plus dans l'opposition, je suis plus dans la logique démocratique. Parce que dans la démocratie, il faut se battre pour donner la possibilité à son adversaire de s'exprimer. C'est ça la démocratie. La vraie démocratie, c'est ça. Ce n'est pas la dictature de la majorité. Parce que dans la vraie démocratie, on protège la liberté d'expression, même aux minorités. C'est-à-dire que même quand vous avez gagné à la majorité absolue, vous devez gagner la confiance d'une partie de la population qui ne vous a pas fait confiance. Parce que vous devez diriger tout le pays. Vous ne devez pas seulement diriger ceux qui ont voté pour vous. La majorité absolue vous donne simplement toute la légitimité nécessaire pour parler au nom de la majorité. Mais maintenant, il faut pouvoir créer les alliances pour arriver à pacifier son pouvoir, à gouverner le pays. Il ne suffit pas d'être élu. Il faut également gouverner le pays. Dans cette configuration-là, le dialogue est important entre les leaders politiques pour faciliter les échanges, de manière à créer un gouvernement de consensus, n'est-ce pas, qui sauve, n'est-ce pas, l'intérêt général. C'est très important. Donc, la révolution dont nous parlons voudrait que le Camerounais ordinaire mette en pratique les valeurs comme la tolérance. Nous avons déjà un problème au Cameroun. La diversité ethnique est un problème. Donc, alors, si je suis Bamoun, ça ne veut pas dire que je dois l'être en opposition à d'autres communautés dans notre pays. En tant que citoyen camerounais, appartenant à la communauté Bamoun, il est de ma responsabilité d'être le plus inclusif possible. C'est-à-dire d'aller au-delà de ma communauté, embrasser d'autres réalités pour émuler la tolérance dont je vous parle. Donc, il devient incongru de ma part de vous dire que voilà, le Bamoun est nettement mieux que telle communauté. Ça n'a pas de sens. Sur quelle base? Vous comprenez? Donc, en tant qu'anthropologue, je veux que les gens comprennent que c'est dans l'addition des différences que le Cameroun peut bénéficier, n'est-ce pas, dans son combat pour une démocratie consensuelle. C'est ça le plus important à retenir.
La révolution dans ce contexte, c'est dans cet effort d'éducation au niveau de notre pays, de faire en sorte que les Camerounais, au-delà de leur communauté, apprennent des réalités dans d'autres communautés. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas, sur la base de ses convictions démocratiques, discriminer les Camerounais sur la base de leur origine, de leur idéologie, de leur religion, de leur position géographique, de leur statut social et de leur éducation. On ne peut pas. Si vous êtes intellectuel aujourd'hui, la meilleure façon pour vous de porter une cause, c'est de vous identifier à cette cause. Ce n'est pas de venir donner des leçons avec une prétention de connaître tous les concepts qui échappent peut-être à la majorité. Vous avez plutôt la responsabilité d'éducation, vous avez la responsabilité pédagogique de faire en sorte que les masses comprennent de quoi il s'agit pour qu'ils deviennent des agents de la révolution. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut donc aplanir certaines différences au niveau du système politique qui est le nôtre pour mettre en mouvement des Camerounais de sensibilités différentes qui peuvent porter un projet politique au-delà, n'est-ce pas, de leur affiliation idéologique, ethnique ou partisane. Donc voilà pourquoi nous échangeons ici. Voilà pourquoi chaque dimanche, nous pouvons nous rencontrer pour ces conversations politiques. Parce que nous avons constaté un déficit, n'est-ce pas, de compréhension de certains arguments politiques au Cameroun. C'est pour cela que vous avez des vagues de démission dans des formations politiques. C'est-à-dire que les gens tellement opportunistes se positionnent en faveur de tel ou tel leader et lorsqu'ils ne trouvent pas son compte, lorsqu'ils ne trouvent pas leur compte, ils disparaissent pour créer un autre mouvement. Ce qui crée une cacophonie au niveau de l'espace politique de notre pays. On ne sait pas qui est qui fait quoi, pour quelle orientation et pour quel objectif, on ne sait pas. Donc, et cela participe à fragiliser les mouvements en faveur du changement. Or, il faut déjà développer certaines convictions. Vous ne pouvez pas développer une conviction si vous n'êtes pas suffisamment armé sur le plan intellectuel. Alors, ce qui veut dire que la révolution dont nous avons besoin est une révolution de masse. Et cette révolution de masse a pour prérequis la formation des jeunes, n'est-ce pas, en faveur de certains idéaux à l'intérieur du triangle national. Il faut éduquer les Camerounais à la citoyenneté, n'est-ce pas? Il faut également éduquer les Camerounais à la compréhension de la Constitution, du Code pénal, du Code civil. Parce qu'on ne peut pas être un bon citoyen si on ne connaît pas ses droits, si on ne connaît pas son pays, si on ne connaît pas certains enjeux, si on n'est pas prêt à se sacrifier pour les intérêts de son pays. Ça veut dire qu'on n'est pas un bon citoyen. Donc, il y a une différence entre un bon citoyen, n'est-ce pas, et un nationaliste. Parce que le nationalisme peut vous pousser à faire la guerre contre les gens. Or, la citoyenneté vous enseigne des droits. Et cela vous met dans la disposition de respecter les différences avec les autres, tant sur la scène internationale qu'à l'intérieur du pays. Donc, le Camerounais qui veut effectivement sortir de cette situation d'opprimé que je vous ai évoquée tout à l'heure, doit également connaître les rouages de la communauté internationale sur le plan diplomatique. Parce que la pression diplomatique, elle est aussi importante dans les enjeux politiques. Malheureusement, on a l'impression que les Camerounais qui se battent sur le terrain politique vivent en autarcie parce qu'ils ont beaucoup de suspicions vis-à-vis, n'est-ce pas, de certaines chancelleries occidentales. Or, c'est là-bas que tout se négocie. Vous ne pouvez pas avoir de l'ambition nationale dans notre pays sans développer un système de lobbying au sein de la communauté internationale pour défendre votre cause. Sinon, vous perdez votre temps. Ça, c'est aussi la réalité. Donc, il faut que les Camerounais parviennent à s'arrimer à certaines revendications
sous-régionales, régionales et internationales pour avoir plus de lisibilité par rapport à leur situation de premier vis-à-vis des multinationales internationales, vis-à-vis des puissances occidentales qui sont plus voraces, n'est-ce pas, dans l'exploitation des matières premières, n'est-ce pas, sur le sol africain, et autant de choses. Il faut donc parvenir à une indépendance politique et économique, et cela n'est pas facile. Cela nécessite un mouvement d'ensemble, une espèce de coopération sous forme d'équipe pour parvenir à créer une dynamique qui donne la possibilité d'avoir l'alternative au gouvernement que nous dénonçons à l'heure actuelle. Donc voilà autant d'éléments qui mobilisent notre pensée aujourd'hui sur le flanc de la révolution dont le Cameroun a besoin. Et il y a aussi, n'est-ce pas, un autre élément très important, les nouvelles technologies de la communication, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, sur ce plan également, la politique ne se fait plus de manière ordinaire, c'est-à-dire vous n'avez plus besoin de meetings politiques sur place qui mobilisent 100 000 personnes dans un stade. Non. Si vous vous connectez convenablement, si vous passez des messages qui peuvent vous mobiliser, alors les gens peuvent prendre le relais sur le terrain, dans des quartiers, dans des villages, dans des arrondissements, dans des départements, dans des régions. Et cela vous aide, n'est-ce pas, à asseoir votre projet politique qui va donner la possibilité de compter dans le futur sur le plan purement politique. Donc, voilà autant de choses pour dire que l'université, c'est important parce que c'est dans ce cadre-là que l'on forme, n'est-ce pas, les cadres de demain. Ça veut dire qu'il faut une certaine rigueur dans leur formation, ça veut dire qu'il faut une certaine éthique dans leur comportement. Et ce n'est que dans ce contexte-là que nous pouvons parvenir à changer des mentalités. La lutte contre la corruption, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est aussi important. Et cela commence par soi. Vous ne pouvez pas, d'un côté, dire que vous êtes en train de combattre la corruption et céder à la pression d'acheter une place dans la fonction publique. Ça, c'est une contradiction. Vous ne pouvez pas être contre la corruption et vendre les notes dans une université. Ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas être contre la corruption et pratiquer du harcèlement sexuel contre les étudiants. C'est aussi un sérieux problème. Donc, sur ce plan encore, la révolution dont nous évoquons, c'est une révolution des mentalités qui vous met dans une disposition éthique louable, qui vous commande, n'est-ce pas, d'agir convenablement, de respecter les lois et surtout de mobiliser les Camerounais en faveur d'une telle façon de faire qui aide notre pays à sortir de la pauvreté, à sortir de ce cadre oppressif pour parvenir à une société beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tolérante. Donc voilà, grosso modo, ce dont je tenais à vous expliquer dans le type de révolution dont nous avons besoin dans notre pays. Alors, le sport est à terre. Il faut reformer le secteur du sport à travers les états généraux du sport. Alors, élire de manière transparente des responsables qui ont la compétence suffisante pour mobiliser le mouvement sportif au Cameroun. Dans le secteur de l'éducation, aussi des réformes à adopter. Et même dans l'armée camerounaise, il faut franchement rabattre les cartes, bouger les lignes, n'est-ce pas, mettre les gens compétents aux endroits qu'il faut, inculquer en eux les valeurs républicaines, les valeurs démocratiques, le respect des droits de l'homme, parce que c'est ainsi qu'on peut parvenir à une société beaucoup plus juste. Au niveau de la justice, réforme totale, parce que je ne comprends pas comment dans un pays, on peut prendre des semaines à inculper quelqu'un, alors que pour une insulte contre le président de la République, il faut quelques heures pour balancer quelqu'un en prison. Ça n'a pas de sens. Ça veut tout simplement dire que le système judiciaire au Cameroun est commandé par le pouvoir exécutif, ce qui n'est pas de la justice. Ça, c'est la justice commanditée. Donc, sous un autre plan, les responsables, n'est-ce pas, administratifs comme les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs et autres, doivent, n'est-ce pas, servir l'État et non le parti. Donc, avec autant de choses,
on peut parvenir à changer la situation de notre pays. Lorsque je regarde des pays comme la Tanzanie, le Rwanda, le Mozambique et bien d'autres pays en Afrique, il y a beaucoup d'espoir. Ça veut tout simplement dire que s'il y a des choses qui ne se passent pas très bien dans notre pays, c'est juste à cause de ces mentalités que je viens d'évoquer là. Alors, les réformes au niveau de ces mentalités nécessitent une certaine révolution dans le comportement et on peut arriver à faire la différence dans le long terme. Donc, voilà, brosser grosso modo, sans toutefois me mettre dans la posture de donneur de leçons, pour dire que prenons conscience de tous ces manquements que je viens d'évoquer, travaillons de manière soucieuse à ce que certaines valeurs, n'est-ce pas, se greffent dans le fonctionnement de l'État. Invitons le gouvernement à changer de comportement, à changer d'habitude, à partir des moyens de pression qui peuvent, n'est-ce pas, se consolider au niveau de la société civile. Et autant de choses peuvent, n'est-ce pas, positivement modifier le comportement de notre gouvernement. Et ce n'est que dans ces conditions-là que le Cameroun peut se hisser, n'est-ce pas, en tête de peloton des pays qui soient bien gouvernés. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut améliorer l'indice de développement dans notre pays. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut également modifier la situation de la bonne gouvernance dans notre pays. Et tous ces efforts conjugués, mis ensemble, peuvent, n'est-ce pas, faire une très grande différence dans le temps par rapport à la gestion de notre pays. Et le changement que nous voulons peut donc naturellement arriver une fois que ces éléments seront pris en compte. Alors, tout peut arriver dans la situation où nous nous trouvons, mais il faut que nous soyons préparés à toutes les éventualités et cela commence par le changement de nos propres comportements. Merci donc de votre attention et vous passez un très bon week-end. Nous allons nous reprendre la semaine prochaine à la même heure avec un autre thème. Mais le sujet que je voulais aborder aujourd'hui portait sur la nature de la révolution dont les Camerounais ont besoin. Nous n'avons pas besoin des hommes forts, nous avons simplement besoin des institutions qui soient suffisamment fortes pour donner la possibilité à l'État de tenir debout, quel que soit le leader qui peut prendre les commandes de notre pays. Merci et à très bientôt.